Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Le gouvernement poursuit sa concertation avec les syndicats de salariés et les représentants des chefs d'entreprise pour réformer le code du travail. Et ça se passe pas trop mal. Si on en croit Jean-Claude Mailly, il était l'invité de France Info hier soir, on l'écoute. Une vraie concertation, c'est quoi? C'est on détend un peu le calendrier, ce qu'ils ont fait, puisque c'est pas août, c'est septembre. Une vraie concertation, c'est on met tout sur la table et on regarde si on est entendu. Pour le moment, c'est une vraie concertation. C'est tout le changement par rapport en méthode, par rapport à l'année dernière. Alors Jean-Claude Mailly dirige Force ouvrière, je le précise. Donc pour l'instant, la discussion a l'air pas mal. Et même d'après certains échos, beaucoup de choses resteraient plutôt dans les branches que dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est un peu contraire à... comment dirais-je, l'angoisse et à l'inquiétude qui existait, semble-t-il, avant cette réforme elle-même. Pour ce qui me concerne, l'inquiétude demeure entière. Et je pense que le fait que le gouvernement continue de ne pas mettre sur la table le contenu précis des ordonnances, et que même les informations qui filtrent au fur et à mesure, parce qu'il n'y a qu'une manière d'avoir des informations, c'est d'essayer de regarder ce qui filtre. Eh bien, à chaque fois, chaque nouvelle mesure qui est annoncée, bon, maintenant c'est le contrat de chantier, là, ce CDI qui est en fait un contrat court et un contrat à durée déterminée, qui serait généralisé, à de nouvelles branches, nouvelles branches, pas seulement celle du BTP où il est déjà très largement utilisé. Eh bien, tout montre qu'on va vers une généralisation des facilitations du licenciement, de la précarisation de l'emploi. Je peux vous lire ce que dit Jean-Claude Mailly. Oui. Nous avons dit qu'il était hors de question que ce soit open bar dans toutes les entreprises. A priori, ce ne sera pas le cas. Il n'est pas fou, Jean-Claude Mailly. S'il le dit, c'est que... Oui, écoutez, on vérifiera tout ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que nous, par exemple, les parlementaires, on pose des questions, pour le moment, on n'a aucune réponse. Quand tous les syndicats ne disent pas ça, Jean-Claude Mailly dit ça, le président de la CGC, lui, vient de pousser un peu un coup de gueule pour dire qu'on ne pouvait pas continuer à mener en bateau les syndicats sans leur donner les éléments. On va nous demander au Parlement cet été, au mois de juillet, de voter la loi d'habilitation des ordonnances, alors que nous ne connaîtrons pas du tout le texte précis des ordonnances. Ça fait quand même beaucoup. Donc moi, je dis vigilance et inquiétude maximum. Pour poser la question autrement, est-ce que votre opposition n'est pas une opposition de principe qui fait fi de ce qui peut se passer, le principe étant, code de travail, quelle que soit la situation, on n'y touche pas? Non, je pense qu'il faut réformer le code du travail, mais pas du tout dans le sens qui est annoncé. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra discuter de propositions alternatives à celles du gouvernement ? Est-ce que les propositions que nous avons nous-mêmes déposées dans un projet de loi de sécurisation de l'emploi et de la formation pour créer un nouveau service public de l'emploi qui donnerait des garanties tout au long de la vie pour naviguer entre un emploi et de la formation et des périodes de mobilité, mais de mobilité qui permettent à chacun de garder des conditions de vie dignes, est-ce qu'on va pouvoir discuter de ces propositions ? Pour le moment, je ne vois pas à quel moment on va pouvoir les discuter, puisque le Parlement va être squeezé du début à la fin du processus. C'est de la politique en même temps. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a dit « je procéderai par ordonnance ». Et donc c'est son projet qui a le pas sur le vôtre, parce que vous avez fait moins de voix que lui aux élections. Mais non, c'est pas anormal. Non. Le mandat qui a été donné au président de la République, à ma connaissance, ne consiste pas à piétiner le rôle du Parlement. Or, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on met bout à bout les ordonnances, ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée, qui fait que la République En Marche trosse toutes les... Et ça ne s'est jamais fait. Toutes les responsabilités de la présidence du Sénat, sans aucune exception, en n'en laissant à aucune force de l'opposition. Sa décision annoncée hier de prononcer un discours avant celui du Premier ministre, en convoquant le Parlement à Versailles. Tout ça, c'est les signes d'une dérive très grave, une dérive absolutiste, et même, je vais plus loin, c'est un coup de force institutionnel qui ne dit pas son nom contre le rôle du Parlement. Attendez, et c'est ça qui est en train de se passer. C'est le coup d'État permanent. Voilà, pour qu'il y ait un coup de force institutionnel, il faut aller contre les institutions. En quoi on va contre les institutions en ce moment ? Non, les institutions, malheureusement, dérivent vers ça depuis un moment, puisque, par exemple, la convocation du Parlement par le président de la République est une mesure assez nouvelle,
qui date de Nicolas Sarkozy, Voté qu'il avait par souhaité dans voté la par les réforme. parlementaires. Et en vérité, on a une dérive continue et aggravée, et visiblement Emmanuel Macron veut la pousser à son terme, de la présidentialisation du régime. Et cette présidentialisation se construit au détriment du rôle du Parlement. Et le recours aux ordonnances sur une loi aussi majeure en est un exemple, mais pas seulement. Qui était annoncé dans la campagne. Ce que vous dites est paradoxal parce qu'il s'adresserait à des journalistes, on pourrait dire qu'il ignore le Parlement. Mais là, il va dire aux parlementaires élus du peuple, y compris vous, Enfin, pour le voilà moment, ce que je veux pour la France. Pour le moment, les parlementaires, de ce que je vois, les parlementaires d'En Marche, ils sont condamnés au silence. Parce que dès qu'ils essayent de s'exprimer un peu librement, on leur demande de se taire. Donc pour le moment, on est dans la situation où les parlementaires d'En Marche, qui sont 300, visiblement, ne peuvent pas parler librement. Il n'y a pas encore eu de séance, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que quand même, moi je serais électeur d'une circonscription où a été élu un parlementaire en marche. J'irai lui poser des questions, par exemple, sur ce qui est en train de se préparer sur le Code du travail. Il va répondre quoi ? Qu'il est au courant de rien et qu'il faut attendre le mois de septembre pour pouvoir répondre à ses électeurs. Qu'est-ce que c'est que cette République qui est en train de corseter le débat démocratique ? Les ordonnances, c'était annoncé pendant la campagne électorale. Ce n'est pas le premier gouvernement qui utilise des ordonnances. J'ai même le souvenir que le Parti communiste, mais il y a longtemps, a participé à des gouvernements qui utilisaient les ordonnances. Donc, oui, vous me citerez des exemples, mais les ordonnances, vous savez, moi je suis parlementaire, et nous protestons quasi systématiquement contre l'utilisation des ordonnances, parce que nous sommes contre la restriction des droits du Parlement. Et il est 8h40 sur France Info, presque pile. Victor Maté, là pour une minute et pour l'essentiel. La colère des salariés de GMS, ils ont mis le feu hier soir à une machine de leur usine de la Creuse. Il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain pour nommer officiellement un repreneur et éviter la liquidation judiciaire. Hier soir, Bercy a confirmé l'intérêt de l'entreprise GMD, mais elle ne reprendrait que 120 salariés sur 277. Emmanuel Macron s'exprimera bien devant le Parlement à Versailles. Ce sera lundi, à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. De nombreux députés critiquent cette intervention du chef de l'État. Pour l'historien Jean Garrigue, invité hier soir de France Info, c'est le signe d'une présidence gaulienne dans la tradition d'une monarchie républicaine. À Paris, les berges de la Seine, rive droite, vont rester piétonnes après 8 mois de tests. La préfecture de police valide donc la mesure décidée par la maire Anne Hidalgo. Et puis pas de réponse de la Chine pour l'instant à la proposition française d'accueillir Liu Xiaobo, le dissident chinois prix Nobel de la paix 2010, a été libéré lundi par Pékin pour raison de santé. Il est gravement malade. La France, c'est une information. France Info propose donc de l'accueillir. France Info. Et on est avec Pierre Laurent dans l'émission politique jusqu'à 9h ce matin. La question, c'est vous, Jean-Michel Apathy. Pas tout à fait, je crois que... Juste un détail. J'écoutais avec passion Jean-Michel Apathy et vous. Ordonnance de 1982, vous savez sur quoi elle était ? Relative à la durée du travail et au congé payé. Les lois oui, mais écoutez... Non, c'est juste pour faire un point d'histoire. Donc c'est pas faux quand Jean-Michel dit... D'accord. Que vous avez participé à des gouvernements ça vous arrive, oui. J'en dis, mais... il n'en dit pas, ce matin, c'est encore. Voyez, 8h41. Voilà, il s'est pas trompé du tout. Et puis, c'est pas rien. C'est le droit du travail, c'est les congés payés. Moi, j'en ai une autre petite, si vous voulez, toujours Jean-Claude Mailly, c'est pas mon auteur de chevet, mais voilà, qui dit que oui, il y a de la concertation, ça change de la loi El Khomri, où à chaque fois qu'on faisait des contre-propositions, elles allaient à la poubelle. Et là, il dit que ce n'est pas le cas et qu'il peut faire des propositions. Voilà. Écoutez, mais qu'il donne des exemples précis. Parce que pourquoi cette discussion ne se mène pas de manière transparente ? Pourquoi les propositions qui sont mises sur la table, la représentation nationale n'y est pas associée ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réunion de concertation, comme l'a proposé la CGT, qui réunissent l'ensemble des syndicats pour que la discussion soit transparente? Ne me dites pas que nous sommes face à une discussion transparente. Personne ne sait rien. Et quand des informations paraissent dans la presse, la ministre du Travail dit et envisage même de porter plainte contre les sources qui auraient permis la publication de ces informations. Donc nous sommes pour le moment sur un sujet majeur dans une discussion qui est totalement opaque. Et moi, je dis inquiétude. Inquiétude maximale, avez-vous dit. Absolument. Même tout à l'heure. Vous voyez que je suis attentif. J'espère. Vous avez caractérisé le pouvoir d'Emmanuel Macron comme un pouvoir absolutiste. Donc le congrès aura lieu lundi à Versailles, sénateurs et députés réunis. Quelques parlementaires vont boycotter le congrès, et notamment 2 parlementaires centristes, on n'a repéré que pour l'instant, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Viguier. Vous pourriez vous aussi boycotter le Nous allons discuter de cette question aujourd'hui, et nous attendons une réponse à une question essentielle. Les groupes pourront-ils parler ? Parce que pour le moment, nous n'avons toujours pas la réponse à cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura
est-ce qu'il y aura Vous voulez une une réponse, possibilité en fait. d'intervention et de réponse des groupes aux propos du président de la crois pas que ça République. soit prévu, S'il s'agit d'aller juste écouter le président de la République, nous discuterons de notre éventuelle absence, effectivement, les parlementaires communistes vous êtes en liaison avec Jean-Luc Mélenchon pour Non, là, je éventuellement... parle des deux groupes que nous présidons. C'est-à-dire j'ai échangé hier soir avec André Chassaigne et avec Éliane Assassi, la présidente de notre groupe au Sénat, et nous aurons une discussion avec les parlementaires de nos deux groupes pour savoir quelle attitude nous adopterons. Vous n'écartez pas l'idée du boycott. De la République, vous n'écartez pas l'idée du boycott. Vous êtes même pour non, si je ne l'écarte pas, surtout, je le répète, si les groupes sont privés de parole lors de cette cérémonie. Parce que non seulement la décision qui est prise par le président de la République pose beaucoup de problèmes, parce qu'elle accentue encore le caractère de la monarchie présidentielle dans laquelle nous vivons, mais alors si en plus les parlementaires n'ont pas le droit de s'exprimer et n'ont pas le droit de dire leurs mots et de répondre au président de la République, on est dans quelque chose qui est inacceptable. Et si tout cela se confirme, je suis même favorable à appeler un rassemblement citoyen devant les portes du Congrès à Versailles, lundi, pour protester contre cette dérive qui est extrêmement grave. Parce que quand on met bout à bout la semaine qui s'annonce, le Parlement à Versailles, sans droit de parole pour les parlementaires, et Donald Trump sur les Champs-Élysées le 14 juillet, bonjour la République. Attendez, juste un détail, est-ce que constitutionnellement, devant le Congrès, les patrons, les présidents de groupe, ou même qui que ce soit peut s'adresser je crois que c'est une adresse, au terme de la révision constitutionnelle, c'est une adresse du président de la République. On ne répond pas au président. C'est bien. On ne répond pas au président. Précisément, c'est ce que nous contestons, figurez-vous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas des courtisans à la cour devant le président de la République. Nous sommes des parlementaires élus par le peuple. On va juste mettre un peu d'ordre, mais la révision constitutionnelle permet au président de s'exprimer devant le Congrès, mais il n'y a pas de débat autour des propos du président. Ce que je ne sais pas, ça je ne l'ai pas vérifié, c'est si un débat peut être organisé après, mais il est en l'absence du président, ça c'est certain. Dans ce cas-là, vous boycotterez si j'ai bien compris. Tout cela confirme ce que je dis. Nous sommes bien devant un abaissement supplémentaire du rôle du Parlement qui n'est plus respecté comme il doit l'être dans une République. C'est dit. Gilles Monstein. Alors, le Parlement, l'Assemblée nationale en tout cas, a fait sa rentrée. Et dans cette nouvelle Assemblée, Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la France insoumise ont siégé sans cravate. On l'écoute. Nous rejetons l'imposition des codes vestimentaires qui nous sont imposés, qui ne sont dans aucun règlement intérieur. Donc, nous nous présenterons sans cravate. Il y a eu dans cette Assemblée autrefois des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates, avec ou sans la cravate. Est-ce que c'est ça la véritable insoumission ? Est-ce que c'est bien sérieux ? Écoutez, moi, vous savez, je ne suis pas un grand partisan de la cravate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne porte pas très souvent la cravate. Je la porte quand je rentre dans l'hémicycle pour respecter un usage. Moi, je suis pour... Je pense que c'est un usage qui est assez désuet. Et je pense que la liberté pourrait être laissée aux parlementaires d'entrer avec ou sans cravate dans l'Assemblée. Maintenant, c'est pas le sujet majeur. Non, c'est pas le sujet majeur. Pourquoi vous ne le faites pas ? Mais pardon ? Pourquoi vous ne le faites pas au Sénat ? Parce que je suis respectueux à la fois des autres parlementaires qui respectent cet usage-là. Je pense que beaucoup de gens aussi attendent du Parlement une certaine tenue, ça en fait partie, bon c'est discutable. Moi j'ai pas de religion sur la question. Et concernant la tenue de voir François Ruffin ou Jean-Luc Mélenchon rester ostensiblement assis, voire vautrés après l'élection de François de Rugy, est-ce que ça vous a choqué ? J'ai pas vu ces images-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'élection du président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr qu'on ait choisi la personnalité la plus adéquate pour présider l'Assemblée nationale. Il est visiblement récompensé plus pour son allégeance que pour sa capacité à présider l'Assemblée. En même temps, vous êtes sénateur. Voilà, maintenant... Vous savez, il y a des marques de respect qui sont normales. Donc, mais pour prolonger la question de Gilles, effectivement, la cravate, on s'en fiche en soi, mais c'est un peu ce qu'il disait. Est-ce que vraiment pour montrer son insoumission... Absolument. Mais on n'est pas à l'Assemblée nationale, vous me direz. Mais est-ce que pour montrer son insoumission... Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai remarqué que quand vous avez créé France Info, vous avez décidé une certaine... oui, mais encore une fois, il y a une tenue vestimentaire un peu plus décontractée qu'à l'habitude. Donc ça veut dire que tout ça évolue. Et ça peut aussi évoluer à l'Assemblée nationale. Le perfecto est d'usage à France Info. Plus sérieusement, est-ce que ça veut dire quand on est insoumis, il faut absolument être insoumis en tout ?
en fait, y compris le symbole de la cravate, y compris pas se lever à l'élection de François de Rugy. Enfin, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu quand même puéril? Non, mais écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas user et surabuser de ce genre de symboles, mais c'est certain qu'on peut quand même discuter un certain nombre de codes, et notamment de codes vestimentaires, voilà, qui sont peut-être un peu désuets. Vous savez, il y a des parlements très importants dans lesquels ce type de codes ne sont pas respectés. En Allemagne, tous les hommes ne portent pas la cravate au Bundestag. En Espagne, ça n'est pas le cas non plus. Donc voilà, donc on peut être une grande démocratie et pas être obligé de faire ça. Mais en même temps, je répète, c'est pas pour moi le sujet essentiel. Je reçois à l'instant un SMS de Jean-Christophe Lagarde, donc il va boycotter le congrès à Versailles, et il me dit ceci: il y a une réponse des groupes au congrès, mais en l'absence du président. Toujours, c'est l'article 18. Voilà. Oui, mais... En l'absence du président. Oui, mais bon, donc c'est quand même un sacré problème et non, mais c'est pas nouveau. Une conception. Hein. C'est pas de la faute de Macron. C'est pas du Non, mais Macron. le président de la République n'est pas obligé de faire ça. Vous avez participé. D'accord, il fait un choix, et un choix politique significatif. Je crois que ça s'est produit 3 fois depuis le début. Donc c'est un choix du président de la République d'affirmer sa toute-puissance sur toute question, et notamment à l'égard du Parlement. Et je pense que nous allons protester contre cet usage qu'on veut visiblement, que le président de la République veut visiblement banaliser. On vous verra devant les grilles de Versailles, mais peut-être pas dans l'hémicycle. Voilà, et il est 8h50 sur France Info. 1 minute avec Victor Maté. Presque. Et c'est une information France Info. 3 associations ont déposé plainte contre BNP Paribas pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Rwanda. Selon cette plainte, la banque aurait contribué au financement d'un achat illégal d'armes à destination du Rwanda en 1994, en plein génocide donc, et ce malgré l'embargo sur les armes voté à l'époque par l'ONU. À 76 ans, le cardinal australien George Pell devant les tribunaux. Ce sera dans 3 semaines. L'une des figures du Vatican, puisqu'il est en charge des finances, est inculpé pour des sévices sexuels sur des enfants, des faits qui remonteraient aux années 70, 80 et 90. La réaction d'Édouard Philippe depuis l'Estonie après l'annonce du discours d'Emmanuel Macron devant le congrès de Versailles lundi, la veille de son propre discours de politique générale. Pour le Premier ministre, pas de polémique, ce seront 2 expressions parfaitement en ligne et complémentaires. Elle sera remise en liberté ou bien présentée à un juge à la fin de sa garde à vue tout à l'heure. Muriel Boll, témoin clé dans l'affaire Grégory, a repris son audition commencée en 84 après la mort de l'enfant. Hier, elle a de nouveau innocenté son beau-frère Bernard Laroche, qu'elle avait pourtant accusé à l'époque avant de se rétracter. France Info. Pierre Laurent est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. La mode est au changement de nom dans les partis politiques. Écoutez Marine Le Pen sur ce sujet-là, c'était sur RMC. Je veux tout changer, j'ai envie de vous dire. Le nom aussi Le nom aussi, je crois qu'il est le temps, en tout cas, de poser la question aux adhérents. Oui. Est-ce que vous y réfléchissez aussi? Est-ce que vous aussi, vous pourriez changer le nom du Parti communiste français? Vous savez, on vient de décider le week-end dernier de tenir un congrès extraordinaire du parti en 2018. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier. Nous avons déjà entrepris des changements. Y compris le nom. Et c'est sûr, le nom, c'est pas la question qui vient en premier. Je pense que plus fondamentalement, je crois que nous en avons conscience, un problème d'identification politique dans la société. Je crois que le communisme, notre communisme d'aujourd'hui, le communisme que nous défendons au XXIe siècle, n'est pas celui qui est parfois dans la tête de ceux qui entendent ce mot-là. Et en même temps, nous sommes très attachés à cette notion de communisme, et notamment à l'idée centrale qui est au cœur de cette notion, qui est l'idée du commun, et qui est une idée d'ailleurs en train de retrouver beaucoup d'actualité au plan mondial. Donc il faut que nous réfléchissions à ça, et moi personnellement, en matière d'identification, je pense qu'il faut réfléchir sans tabou à cette question. Voilà, c'est pas la question du nom qui est la question première, c'est plutôt la question politique qui est derrière. Oui, bien sûr, mais enfin, ça veut dire que si on change de nom, ça veut dire qu'on va changer quelque chose d'assez important. Mais il faut changer des choses très importantes. Il faut changer des choses très importantes. Vous avez dit lundi, Parti du commun, c'est un peu votre préférence. Alors, on se dit,
si on soumettait un spécialiste du marketing parti du commun, il dirait pas terrible. Hein. Non, mais c'est pas un nom que j'ai dit, et je le répète, c'est pas, ça a été traduit comme ça dans une dépêche que j'ai vue ou dans je ne sais plus, par une radio, Ce sont des mots je qui crois. vous sont attribués, oui. Mais non, mais j'ai dit qu'effectivement nous étions le parti du commun, mais je parlais pas d'un nom. C'est-à-dire que je pense que cette notion des biens communs pour l'humanité, de la défense du commun, de la reconstruction du commun dans un monde qui est en train d'éclater, de sombrer dans le chaos et avec des menaces de guerre très importantes, avec une montée des xénophobies. Oui. Je pense que l'idée du commun est une idée qui a une profonde actualité et je pense qu'elle devrait retrouver beaucoup de place dans notre communication. Parti social-démocrate ou quelque chose comme ça, non? Ça vous irait pas? Parti socialiste pas vraiment, parce que, en tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est certaine. Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que la réflexion qui est la mienne ne consiste pas du tout à renoncer à l'idée du communisme. Donald Trump sera à Paris le 14 juillet. Parce qu'il y a 100 ans, les Américains sont morts. Non, mais ça, c'est l'habillage. Ah. Oui, je pense que ça, c'est le prétexte qu'on a utilisé pour justifier l'invitation de Donald Trump. Mais la vraie raison n'est absolument pas celle-là. D'abord, c'est un signal qui est quand même extrêmement inquiétant après les déclarations qu'il a fait sur le climat et les décisions qu'il vient de prendre de se retirer de l'accord de Paris. C'est quand même un drôle de signal envoyé au monde que de le récompenser pour cette prise de position en l'invitant sur les Champs-Élysées le 14 juillet. À travers lui, et je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Hulot. Et l'autre chose, c'est que la véritable raison, et elle est beaucoup plus inquiétante, c'est qu'il s'agit d'un signal envoyé d'adhésion à la pression que met Donald Trump pour augmenter dans le monde entier les dépenses militaires. Et l'OTAN vient de décider que l'ensemble des pays membres de l'OTAN, dont la France, devaient monter de manière très importante leurs dépenses militaires. La France vient de pousser, par la voix d'Emmanuel Macron, un accord européen sur cette question. Et le signal de la présence de Donald Trump, qui lui-même vient d'augmenter de 50 milliards de dollars le budget militaire américain, qui est déjà supérieur à plus de 500 milliards par an, eh bien tout ça est extrêmement inquiétant. Je pense que le 14 juillet, on devrait envoyer des signaux de paix. Là aussi, pendant la campagne et des signaux de désarmement, pas des signaux de renforcement des arsenaux militaires. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron, mais pour le coup, il n'était pas le seul candidat, a indiqué qu'il était engagé sur plusieurs fronts maintenant, des fronts nouveaux parce que la lutte contre le terrorisme l'oblige. La part du PIB consacré à la défense en France devrait augmenter assez significativement dans les prochaines années pour être porté à 2% du PIB en 2025. Donc je ne pense pas que là-dessus, Donald Trump ait influencé beaucoup les choix politiques français pour l'instant. Non, c'est que la France participe à ces choix. Elle s'était déjà engagée dans le quinquennat précédent. Macron les poursuit. Oui, lutter contre le terrorisme, on est un peu obligé. Mais écoutez, on pourrait discuter de savoir si l'augmentation des budgets militaires dans le monde entier permet de lutter contre le terrorisme ou peut-être nourrit des logiques guerrières qui nourrissent le terrorisme. Oui, c'est une question qu'on ne tranchera pas ici, mais effectivement... Alors, oui, mais c'est pourtant la vraie question, parce que moi je considère qu'au contraire, la militarisation croissante du monde dans lequel nous sommes engagés et auquel veulent nous pousser encore les Américains et Donald Trump est une logique qui nourrit les escalades guerrières et qui nourrit les terrorismes et qui ne permet pas les combattre. Si on veut combattre le terrorisme, il faut au contraire construire des logiques de coopération différentes dans le monde. Dernière question. Alors, il y en a un qui ne veut pas augmenter ses dépenses mais diminuer ses revenus, c'est François Ruffin qui a décidé à l'Assemblée nationale d'être payé au SMIC. On l'écoute. Un des moyens, quand on se fait renvoyer du « vous êtes tous pareils, vous faites ça pour la place, voire pour le pognon », et je voulais pas entendre ça, c'était simplement de dire voilà, je vais me mettre au SMIC, comme ça, ça sera clair, vous saurez que je fais ça pour le pognon. Est-ce que le sénateur de Paris, Pierre Laurent, accepterait d'être payé au SMIC ? Non, je ne suis pas payé au SMIC. Nous avons un usage qui est c'est de la démagogie ce qu'il fait ? Non, mais attendez, laissez-moi répondre à la question. Nous avons, pour ce qui nous concerne, un usage qui existe depuis très longtemps et qui nous protège, puisque c'est la question posée de l'enrichissement personnel, et qui est une pratique éthique. Nous reversons nos indemnités pour l'activité politique du parti qui nous a permis d'être élus, et pour notre activité collective ou pour l'activité de nos groupes parlementaires, et nous gardons sur ces indemnités une somme qui est à peu près équivalente, qui est individualisée, qui est à peu près équivalente en général à ce qu'on gagnait avant, quand on n'était pas
parlementaire. Et combien vous avez, donc, vous, alors pour le métier, combien vous personnellement, gagnez, vous, moi, je garde 3 500 € par mois. Et alors, le SMIC, c'est des magots ou pas c'est des magots ou pas, Ruffin? Et chacun tient compte de sa situation, parce que nous avions un métier avant les uns et les autres. Est-ce que c'est des magots ou pas, Ruffin? Non, mais bon, je pense que c'est pas sa seule source de revenus, et en même temps, mais l'intention, qui consiste à envoyer un signal fort aux électeurs que nous ne profitons pas de nos mandats parlementaires pour nous enrichir personnellement est justifiée. Maintenant, il faut le faire dans des conditions qui ne poussent pas effectivement à la démagogie. Voilà. Et on n'en est pas loin. C'est ce que vous semblez penser, mais vous ne l'avez pas dit. Donc on ne peut pas dire que vous l'avez dit. Merci Pierre, vous l'avez pas dit. Merci Pierre Laurent d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et on se retrouve demain. Merci beaucoup.